cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Georges Bernanos, dans La joie. Chapitre 1. La déflagration extrême, la combustion définitive. C'était le sexe, rien d'autre. Fin de la mystification. Claire Farrell l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale provoquée par l'attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine rencontré à l'occasion d'un congrès. Elle l'avait compris quand, au cours de sa carrière, elle avait vu des personnalités publiques perdre en quelques secondes tout ce qu'elles avaient mis une vie à bâtir. Poste, réputation, famille. Des constructions sociales dont la stabilité n'avait été acquise qu'au prix d'innombrables années de travail, de concessions, mensonges, promesses, la trilogie de la survie conjugale. Elle avait vu les représentants les plus brillants de la classe politique se compromettre durablement, parfois même définitivement, pour une brève aventure, l'expression d'un fantasme, les besoins impériaux du désir sexuel. Tout de suite. Elle-même aurait pu se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis. Elle avait 23 ans à l'époque et effectuait un stage à la Maison-Blanche en même temps que Monica Lewinsky, celle qui resterait célèbre pour avoir fait vaciller la carrière du président Bill Clinton. Et si elle ne s'était pas trouvée à la place de la brune voluptueuse que le président surnommait affectueusement Gamine, c'était uniquement parce qu'elle ne correspondait pas aux canons esthétiques alors en vigueur dans le bureau ovale. Blonde aux cheveux tressés, de taille moyenne, un peu fluette, toujours vêtue de tailleur-pantalon à la coupe masculine. Pas son genre. Elle se demandait souvent ce qui se serait passé si le président l'avait choisie, elle, la franco-américaine cérébrale et impulsive qui n'aimait explorer la vie qu'à travers les livres, au lieu d'élire Monica, la plantureuse brune au sourire carnassier, la petite princesse juive qui avait grandi dans les quartiers huppés de Brentwood et de Beverly Hills. Elle aurait cédé à la force d'attraction du pouvoir, elle serait tombée amoureuse comme une débutante. Et c'était elle qui aurait été auditionnée par le procureur spécial Kenneth Starr, acculée à répéter invariablement la même histoire qui alimenterait les dîners en ville du monde entier et les 475 pages d'un rapport qui ferait trembler les turiféraires du pouvoir américain, exciterait les instincts névrotiques d'un peuple appelant sous le coup de l'indignation et de la torpeur à une moralisation générale. Et elle ne serait sans doute jamais devenue l'intellectuelle respectée qui, 10 ans plus tard, rencontrerait ce même Bill Clinton lors d'un souper donné à l'occasion de la parution de ses mémoires et lui demanderait frontalement « Monsieur Clinton, pourquoi vous êtes-vous prêté publiquement à cet humiliant exercice de contrition et avoir protégé votre femme et votre fille sans exprimer la moindre compassion envers Monica Lewinsky, dont la vie intime a été saccagée ?» Il avait balayé la question d'un revers de la main en répliquant d'un ton faussement détaché « Mais qui êtes-vous » Il ne se souvenait pas d'elle. Ce qui semblait normal après tout. Leur rencontre remontait à près de 20 ans. Et s'il l'avait croisée dans les couloirs de la Maison-Blanche, facilement identifiable avec ses cheveux blonds vénitiens qui lui donnaient une allure pré-raphaélite, il ne lui avait jamais adressé la parole. Un président n'avait aucune raison de s'adresser à une stagiaire, à moins d'avoir envie de la baiser.